Bienvenue dans Travail et moi comme émotion, perception, ressenti. J'ai pensé ce podcast comme une fenêtre ouverte sur le travail, ce qu'on y fait, mais aussi ce qu'il nous fait. Comment il nous transforme, comment il impacte notre identité. Seul ou avec mes invités, je parle du travail au quotidien, de ses joies, de ses moments difficiles. On va parler de transition de carrière, de bien-être au travail, d'équilibre de vie, de choix difficiles ou de retour aux sources de notre motivation. Pas de conseils, pas de solution toute faite pour un épanouissement miracle, mais des récits de vie professionnelle, des parcours, des histoires, où tu peux puiser ce que tu veux en fait. Peut-être que tu rêves d'une transition de carrière, peut-être que tu te poses des questions sur ton job, peut-être que tu es en recherche d'emploi ou que tu traverses un burn-out. Le travail est au cœur de nos vies, que l'on soit en emploi, indépendant, au chômage ou éloigné de l'emploi pour plein d'autres raisons. Même lorsque l'on résiste à la valeur travail, cette idée que l'on vaut ce que l'on produit, on pense au travail. Alors, autant y penser sereinement. Intéressé ? Abonne-toi et retrouve-moi 2 fois par mois, seul ou avec mes invités. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Aurélia. Bonjour Aurélia. Bonjour Sarah. Donc la première question que je vais te poser, que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu peux te présenter sans dire ce que tu fais, c'est-à-dire sans décrire ton activité professionnelle? C'est extrêmement difficile tellement ça a pris de la place dans ma vie. Mais alors, je suis française. Je suis du centre de la France, c'est-à-dire l'espace vide du donut, là où personne ne connaît. Et je suis maman de 2 enfants qui ont 9 ans et 11 ans. Je vis avec mon mari. Et je pense que peut-être ce qui me décrit le mieux, c'est que je m'intéresse à énormément de choses. J'aime explorer énormément de sujets. Voilà, je suis curieuse un peu de tout. Ok. Et quand tu dis que tu es curieuse de tout, est-ce que ça veut dire que tu vas suivre des formations quand un sujet t'intéresse ou est-ce que tu vas trouver de l'information à droite à gauche en lisant, en regardant des vidéos? Oui, je lis. Des fois, je m'auto-forme sur des vidéos. Des fois, j'essaye de pratiquer par moi-même des choses. Je parle à des personnes. Et donc, il y a un avantage, c'est qu'effectivement, je m'épanouis comme ça. L'inconvénient, c'est que bon, je vais rarement au fond des choses. Ça peut être quand même, voilà, ça peut un peu manquer parfois de profondeur. Mais, euh, mais en fait, non, je crois que quand je m'intéresse quand même, j'arrive à aller assez loin. Tu disais tout à l'heure que tu t'inquiétais pour ton jardin, donc t'as un petit backyard, petit, je sais pas d'ailleurs parce que je l'ai pas vu, mais en tout cas tu as un backyard à Amsterdam, ce qui est toujours une chance, je trouve. Et est-ce que tu peux nous dire quelle place justement le fait d'avoir un jardin et la nature en général prend dans ta vie? Alors, c'est mon espace en fait, hein, c'est mon projet, c'est une partie de moi, mais c'est aussi une partie de mes enfants. C'est l'endroit où chacun peut s'épanouir, se retrouver. Alors, mon jardin, moi, j'y jardine sur un mode vraiment très expérimental, je dirais, très bio, mais très expérimental. Donc, ce que j'aime, c'est qu'il me surprend tout le temps, à chaque saison. Alors, je vous parle même pas de quand je rentre de vacances l'été. Mais par exemple, ma fille, il lit ou il fait du land art. Mon fils, il cherche encore des toutes petites bestioles et il fabrique des petits abris. Donc c'est aussi un espace c'est un petit peu un espace, je dirais même pas de convivialité, c'est un peu l'espace où chacun se retrouve soi-même chez nous. Et qu'est-ce que tu y fais pousser? Alors là, en ce moment, j'ai du fenouil, j'ai des courges, j'ai des tomates, bien sûr, des herbes aromatiques et j'ai des fraises qui se font régulièrement manger par des rats. Donc pour cette année, j'ai pas vu trop la couleur des fraises. Voilà, quelques figues. Je crois que j'ai encore d'autres choses. Ah oui, j'ai un panais et 2 choux kale aussi. Ok. Et du coup, est-ce que ça veut dire que ça suffit pour fournir les légumes du foyer ou tu vas quand même acheter des légumes ailleurs?
Absolument pas. Non, non, je suis encore jardinière débutante en fait, et puis je pense que c'est pas du tout le but pour moi de nous nourrir. Ça, peut-être ça pourrait, mais c'est plus l'expérimentation, le fait d'être en lien avec quelque chose qu'on fait pousser, de prendre soin aussi des plantes. C'est aussi un jardin pour la biodiversité. C'est ce que ça fait partie de mes priorités pour mon jardin. Donc il y a aussi pas mal de fleurs. Il y a aussi des abris pour les oiseaux. Donc, c'est plus un espace d'expérimentation et je dirais finalement d'accueil de toute vie que un espace où on va se dire, allez, on a la récolte pour l'année. Et du coup, est-ce que la nature, au sens plus large, au-delà même de ce jardin, joue un rôle important dans ta vie? Oui, et j'avais perdu ce rôle. En fait, j'ai l'impression qu'elle a presque toujours joué un rôle. En tout cas, quand j'étais petite, c'était quand on allait à la campagne, c'était le moment où on retrouvait la famille, c'était le moment où je retrouvais mes cousines, le moment de liberté, où on pouvait être dehors, on pouvait être en autonomie, on pouvait se baigner dans la rivière. Enfin, c'était finalement les moments vraiment de vie. Et je pense que j'ai un peu perdu ça quand j'ai commencé à grandir. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très lié au fait de grandir, hein. Quand on est adolescent, jeune adulte, on a envie d'aller découvrir les grandes villes. Alors, je fais une généralisation, donc c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà. Moi, je suis passée par là, puis j'ai fini à Paris pendant quand même 15 ans, ce qui est énorme quand on y repense. Et, euh, et en fait, oui, j'ai eu vraiment la sensation que j'avais perdu ce lien que j'avais et dont je n'étais pas du tout consciente. Et c'est en ayant mes enfants que j'ai vraiment repris conscience de ce lien à la nature. Donc en fait, finalement, c'est eux qui m'ont vraiment repermis de me reconnecter au départ, qui ont été la raison de ma reconnexion à la nature au départ. Et en fait, je dirais que ma curiosité a fait le reste, parce que comme je m'intéresse à beaucoup de choses, euh, les sujets peuvent vite s'épuiser finalement. Et la nature, en fait, c'est un sujet inépuisable de curiosité. Et ça, très rapidement, ça m'a inspiré, ça m'a réaspiré dedans, en fait, d'un point de vue peut-être plus, oui, plus cognitif, intellectuel, je dirais aussi. Et puis, donc, oui, premièrement avec mes enfants, ensuite au niveau intellectuel, et puis maintenant au niveau émotionnel, en fait, hein. C'est vraiment l'endroit où physiquement je me sens bien, l'endroit où j'ai l'impression d'être à ma place, en fait, tout simplement. Et donc, cette connexion que tu as retrouvée à la nature avec tes enfants et qui, du coup, a aussi nourri ta curiosité, t'en as fait ton activité, en fait, à travers Naya Nature. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Comment tu en es arrivé à Naya Nature et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, c'est d'ailleurs même étonnant à quel point parfois les chemins sont tortueux. En fait, à Paris, j'avais un métier que j'aimais beaucoup, qui était consultante en conduite du changement. Il s'agissait de d'aider les professionnels au sein de grandes compagnies en général à changer. Donc en général, ce qui se passait, c'est que un directeur ou une directrice à la tête de cette grande pyramide organisationnelle décidait d'un changement. Alors aujourd'hui, on va changer tous les outils de travail pour tout le monde, on va changer de localisation, on va changer de manière de travailler. Mais c'est pas parce que quelqu'un le décrète qu'en fait ça va marcher. Il peut y avoir énormément de résistance, on peut avoir des salariés qui démissionnent, voilà. Et en tout cas, perdre en efficacité. Et finalement, quand un directeur ou une directrice fait ce choix-là, euh, c'est souvent quand même pour gagner de l'argent, plus d'argent, et en fait, il se doute pas que potentiellement, il peut en perdre. Et donc moi, en fait, j'étais là pour aider à réaliser ce changement. Mais en fait, on n'aide pas à réaliser un changement contre les populations en se disant, ah, 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 ils vont y arriver. Et pas du tout, en fait. L'idée, c'était au contraire d'aller les voir, d'aller discuter avec eux, d'observer leur manière de travailler, de comprendre ce qui faisait sens pour eux, de comprendre leurs contraintes qui s'exprimaient mais qui étaient souvent pas entendues parce que oui, enfin, voilà, il y a des problèmes souvent de légitimité, mais au contraire de dire, bah voilà, si cette contrainte est exprimée, c'est qu'elle existe pour cette personne-là, donc il faut la prendre en compte. Et donc d'avoir aussi un travail de porte-voix, de négociation, etc.
Et en fait, j'adorais ça parce que ça m'a permis, je pense que je suis une des rares consultantes à avoir eu cette chance-là, c'est que j'ai navigué vraiment d'un secteur d'activité à un autre. Souvent, les consultants, quand ils commencent en banque sur tel process de crédit, ils font 30 années de banque sur tel process de crédit parce qu'ils deviennent experts et c'est ce que cherchent les entreprises pour les recruter. Et moi, j'ai eu cette chance incroyable d'être aussi bien à la CITA dans la gestion des déchets, d'avoir fait effectivement des banques et des crédits, d'être passé par EDF, d'être passé par France Télévisions au sein du service de l'information, donc d'avoir fait vraiment SNCF aussi un peu de loin en extérieur, mais quand même. Donc d'avoir eu vraiment une palette d'expériences, le monde associatif aussi, très diverses. Et donc à chaque fois, ben, j'explorais un nouveau monde, quoi. Enfin, vraiment, c'était super. Et quand je suis arrivée ici, à Amsterdam, j'ai suivi mon mari. C'était un projet à deux. C'était le premier qui pouvait être muté. Donc ça a été lui qui a été muté. Et donc j'étais conjointe, suiveuse. Et avec la chance d'être expatrié, et donc on sait comment fonctionne un package d'expatriation, c'est parce qu'on sait très bien que le conjoint suiveur retrouve pas un travail en un claquement de doigts. Et moi, je me suis dit, bon voilà, est-ce que je veux continuer à faire de la conduite du changement? Je me suis dit, bah oui, j'ai adoré ça. Par contre, ce que je voulais pas, c'était le faire pour ces décisions prises en tête d'entreprise, qui est de gagner de plus d'argent. Pour moi, ça faisait plus sens. J'avais passé un ou deux entretiens que j'avais réussi, notamment, je me souviens, à Canon. Donc, j'aurais pu aller plus loin dans le processus de recrutement, mais je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire. Aujourd'hui, il y a un monde qui est quand même en crise écologique. J'ai deux enfants en bas âge et je veux être capable d'agir pour leur donner un avenir. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, que je t'ai aussi rencontré d'ailleurs sur ce moment de réflexion et où tu m'as aussi accompagnée. J'ai commencé à réfléchir en me disant, mais voilà, ça fait 40 ans qu'on parle d'écologie, ça fait 40 ans qu'on sait il y a un souci, et pour autant, les mentalités n'évoluent pas. Donc je me suis dit, bah, c'est pour moi, c'est de la conduite du changement. Et qu'est-ce qui va faire que les mentalités vont évoluer? Bah déjà, moi, je crois pas trop en la contrainte pour agir, mais je crois vraiment en une vision positive qui est portée par un futur désirable et par le fait d'aimer quelque chose. Je pense pas qu'on puisse protéger la nature si on en est complètement coupé, si on l'aime pas. Je pense qu'on va trouver des solutions théoriques sur le papier qui, dans la réalité, vont pas fonctionner. Et d'ailleurs, je pense que c'est beaucoup souvent ce qui se passe dans le monde. Donc, ça passe par l'amour de la nature, ça passe par la connaissance de la nature, ça passe par se reconnecter à la nature. Et l'autre chose que je me suis dite, donc c'est un processus très intellectuel, hein, mais c'est que ce type de changement, c'est un changement culturel. Et j'ai appris dans la conduite du changement que les changements culturels sont les plus compliqués et ceux qui prennent le plus de temps. À mon époque, on disait ça prend une génération, une trentaine d'années. Alors, on peut pas se dire ça. C'est complètement politiquement incorrect. Mais c'est ce qui m'a fait dire, bah voilà, je vais pas aller dans la solution rapide enfin, de facilité, mais d'urgence en fait, mais je vais aller vraiment dans une construction d'une solution et je vais me tourner vers les enfants parce que je pense que c'est eux qui vont porter ce changement et c'est en les éduquant, en les connectant ou les reconnectant à la nature, en leur donnant une vision positive, que spontanément ils vont adopter des comportements pro-environnementaux et que peut-être plus tard, on va pouvoir rajouter cette couche d'éducation à l'environnement qui est de dire, ben, oui, on fait attention à l'électricité, oui, on trie ses déchets, etc. Mais moi, ce que je voulais, c'était apporter ce package core, vraiment quelque chose de profond qui soit en eux, qui leur permette de comprendre et que ça fasse sens, en fait. Que ce soit vraiment une vision holistique pour eux voilà, qui fasse sens. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue à la connexion à la nature, que j'en suis venue à l'éducation par la nature. Et ne parlant, je sais pas si, pourquoi j'ai voulu créer mon entreprise à la base. Non, je pense que c'était un projet très personnel, en fait, qui était pas forcément porté ailleurs. Je pense qu'il y avait quelque chose qui s'appelait Nature Fontaine en néerlandais, mais ça correspondait pas exactement à ce que je voulais faire non plus. Donc, je pense que rapidement, j'en suis venue à vouloir créer mon entreprise.
Peut-être aussi pour le challenge, pour me dire est-ce que j'en suis cap ou pas, est-ce que, au-delà du fait que j'aurais pas trouvé autre chose. Mais ce qui était vraiment important, c'est que je voulais pas créer cette entreprise Naya Nature, je voulais pas le faire toute seule. Donc j'ai commencé par parler de mon projet autour de moi pour chercher un associé ou une associée. Il a mis du temps, mais je suis tombée sur une perle rare qui était Claire Banneau de Vautour, qui avait exactement le profil complémentaire du mien, avec des valeurs qu'on partageait et qu'on partage toujours d'ailleurs, avec aussi cette envie de créer des choses de manière indépendante, mais de créer quelque chose de solide. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer Naya Nature en fait, avec elle. Mmh. Et du coup, l'objectif de Naya Nature en termes de service, c'était, comment ça se présentait? Alors, ça s'est fait un petit peu de manière assez progressive et valise. On a commencé par créer des clubs l'après-midi pour les enfants, plutôt les enfants internationaux, pas seulement francophones, mais internationaux, parce que simplement, on parlait pas assez bien néerlandais pour accueillir des enfants néerlandais, mais aussi parce que leur situation de déconnexion à la nature est différente des internationaux. C'est-à-dire que ils sont toujours très confortables dans la nature. Ça n'a pas changé. Euh, Par contre, ce qui va leur manquer, c'est plutôt la notion de awareness, donc c'est-à-dire de sensibilisation, de prise de conscience que ce qu'on a autour est vivant et ce sentiment qu'on ne fait qu'un. Mmh. Mais pour les internationaux, en général, on part vraiment déjà d'une situation de pas se sentir confortable en nature, qui est aussi la base. Donc, on commencé par créer des clubs l'après-midi pour les enfants et aussi pour les parents-enfants, ce qui nous permettait aussi d'aller vers cette relation parent-enfant qu'on voulait aussi forte, resolidifiée dans ce lien-là. Et très rapidement, à l'école où sont mes enfants, euh, j'ai eu l'occasion de proposer à l'enseignante de faire aussi des sessions pour l'école, un programme pour l'école. Euh, et peu de temps après, en fait, une autre enseignante m'a contactée, elle avait vu sur le site et elle voulait aussi faire un programme. Donc, au début, les clubs, très rapidement, les programmes pour les écoles. Ensuite, on a fait les camps de vacances en plein air, qui étaient vraiment portés par Claire, qui avait une grande expérience dedans. Je pense qu'on a navigué entre ces trois choses-là pendant un certain temps, jusqu'au coronavirus. Donc voilà, mais au début, c'était ça, c'était ces trois pôles-là. Et du coup, parce que Naya Nature aujourd'hui, tu as arrêté, il me semble. Oui, Et c'est au moment du corona, en fait, c'est au moment du Covid que vous avez arrêté. oui. Alors, quand on a créé Naya Nature, on l'a fait en se disant, bon, notre business plan, elle n'est pas encore parfait. Il y a quelques zones d'ombre, mais à un moment donné, il faut y aller. Et on y est allé. Et au fur et à mesure, en fait, au cours de ces 3 premières années, on a essayé de trouver voilà, des solutions pour justement mettre un éclairage sur ces zones d'ombre et les éclaircir au niveau du business plan. Et puis, au bout de 3 ans, en général, on dit, voilà, au bout de 3 ans, normalement, après, on commence à avoir un peu de perspective. Et nous, en fait, au bout de 3 ans, on s'est pris la première vague du coronavirus. Et on ne s'est pas démonté, on s'est dit, mettons ce temps à profit pour capitaliser sur ce qu'on a fait. On a une méthode qui est quand même très, très à nous, très particulière. On a une approche qui est vraiment assez unique de l'éducation par la nature. Donc, mettons cela sous forme de guide envers les enseignants pour que ces guides puissent les accompagner à refaire ces activités par eux-mêmes. Donc ça a été la première phase. Donc édition de guide, rédaction, correction, traduction, proofreading, voilà, beaucoup de travail comme ça. Illustration par Jeanne Bertrand, qui est montée très vite aussi dans l'aventure avec nous et qui était fantastique. Euh, voilà. Et puis ensuite, deuxième phase de coronavirus. Alors, la chance qu'on a eue aux Pays-Bas pour le coronavirus, c'est que les enfants étaient toujours autorisés à aller dehors. Donc, au niveau des clubs, on était relativement peu impactés, mais 50% de notre activité reposait sur les écoles
et les écoles étant fermées, en fait, on n'avait juste plus de revenus à ce niveau-là. Donc, deuxième phase, je me souviens plus ce qu'on a fait. Je crois que deuxième phase, on s'est dit, on voulait pas rester auto-entrepreneur, c'était très risqué quand même au bout d'un moment aussi de la croissance. Et on s'est dit, dans ce cas-là, on a le choix entre aller en BV ou aller en fondation. Et en fait, clairement, nous, ce qui nous allait, c'était, enfin, on avait une entreprise, une vocation sociale. Donc, on s'est transformé en fondation. On a cherché des fonds. Et il y a eu quand même une troisième vague. On s'est dit, troisième vague, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on travaillait avec des auto-entrepreneurs et souvent des jeunes d'ailleurs. Et en fait, ils se sont sentis en insécurité économique, hein, dans ce contexte. Et ils sont tous rentrés chez eux parce que, bah, par exemple, ils ont eu des problèmes familiaux, ou ils sont rentrés chez eux parce que ils sont mis à travailler au McDo, ou parce que, enfin, donc tout le monde a quitté le navire. On s'est retrouvés à deux avec Claire. Et il y a eu un petit moment de panique et on s'est dit, bon, allez, on va rester positif et on va se dire, finalement, est-ce qu'on peut pas accroître notre impact en étant moins nombreuses? Et on s'est dit, bah, il faut qu'on creuse cette question de former les enseignants et on va créer cette offre de formation des enseignants. Claire a cherché des fonds à ce moment-là. Elle a réussi à avoir suffisamment de fonds pour qu'on ouvre ce programme. Et on a commencé à former. Et je crois que nos premières formations étaient de former 25 enseignants qu'on a réussi à former au sein d'une école. Mais au bout d'un moment, en fait, on a manqué de perspective. Donc là, je crois qu'on est arrivé à l'année 5 et toujours avec peu de perspectives financières, on planifiait à 2 mois, 3 mois. Et moi, j'ai senti que je commençais à vraiment manquer d'énergie, en fait, à vraiment me sentir en insécurité économique, à vraiment sentir que le fait de rebondir sans arrêt, de recréer, c'est chouette, c'est stimulant, mais en même temps, il y a un moment donné où c'est épuisant, où voilà, on ne sait pas où on met les pieds. Et mais je me suis dit, je peux plus, en fait, j'ai besoin de faire une pause et que quand on essaye d'avancer comme ça, mais que ça résiste, que les événements résistent toujours, c'est un signe que peut-être la solution n'est pas celle-ci, que ça ne veut pas dire que c'est une remise en question du projet ni de nos valeurs, mais c'est certainement qu'il faut faire un pas en arrière pour se dire, voilà, on a fait tout ça, mais là, on est en train d'essayer de pousser un mur, ça sert à rien, essayons de, voilà, faire un pas en arrière et de regarder par où il faut passer ailleurs que juste dans ce mur-là. Donc on a fermé Naya Nature pour ces raisons-là. Hmm, ok. Et est-ce que tu penses que si tu n'avais pas quitté Paris, alors c'est toujours un peu difficile de dire qu'est-ce qui se serait passé si, etc., mais peut-être que tu as déjà réfléchi. Si tu n'avais pas quitté Paris, est-ce que tu penses que tu aurais eu justement cette envie de travailler sur la connexion à la nature? C'est une bonne question. Je pense que vraiment ce qui m'a fait travailler précisément dans la connexion à la nature, ce sont, mes enfants, parce que c'était un public finalement, les enfants que je connaissais très peu, donc voilà, mes enfants, et effectivement deux, le fait d'arriver à Amsterdam, où quand même on a une nature très préservée et où on peut se dire, je sais que beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de nature en ville et que c'est pas de la nature, mais en fait si on peut aiguiser son œil, il y a matière à faire l'éducation par la nature. On peut voir des petites choses, ça s'entraîne en fait, hein, le fait d'avoir conscience de la nature autour de soi. Bon, à Paris, c'est un peu plus compliqué et je pense que ça s'entraîne aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y a des clubs, hein, qui sont créés par la suite à Paris. Je pense que je pense que je serais allée vers l'écologie d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est ce chemin-là que j'aurais pris. Et, et du coup, je ne sais même pas si j'aurais retrouvé ma propre connexion à la nature. C'est terrible de se dire ça. Euh, Je sais pas, mais je pense que c'est quasiment sûr que j'aurais pris un moment, un virage vers quelque chose qui aurait tendu quand même vers ça, même si ça n'aurait pas été exactement cette solution-là. Peut-être que, euh, peut-être que ça aurait pu être de la formation des adultes, peut-être que ça aurait pu être aller vers du droit à la nature. Voilà, ça aurait peut-être été d'autres leviers, mais Ok. pas forcément celui-là. Hmm. Euh, je dis souvent, enfin, je suis pas la seule à le dire évidemment, que le fait de devenir parent
euh, chamboule un peu nos objectifs de vie, enfin un peu, c'est un euphémisme, chamboule nos objectifs de vie, on va dire ça comme ça, et remet, pour beaucoup de personnes, ça remet en cause justement tout ce qu'on faisait avant, la façon dont on fonctionnait et tout. En tout cas, je sais que pour moi, ça s'est passé comme ça. Et du coup, est-ce que tu attribues beaucoup à tes enfants, à l'arrivée de tes enfants, cette idée de te reconnecter à la nature, etc. Et je sais même pas s'il y a une question au fond de tout ça, mais en gros, c'est est-ce que ça a chamboulé d'autres choses? Parce que tu dis aussi que tu n'avais pas envie de faire de la conduite du changement pour augmenter les revenus d'une entreprise. Donc, est-ce que l'arrivée de tes enfants a chamboulé aussi d'autres choses dans ta vision de la société? Oui, je pense. Oui, enfin vraiment, j'étais sur un modèle de consultante à Paris, hein, de consultante, talon haut, tailleur, bien gagner sa vie. Et même si j'avais quand même gardé cette conscience que il faut faire attention aux autres, que l'être humain fonctionne bien avec les autres dans les choses en commun, je pense que mon équilibre tirait quand même un peu plus qu'aujourd'hui vers l'hédonisme. Et du coup aussi vers des valeurs de travail plus dures, finalement. Je me souviens et Claire aussi m'a apporté ça, hein, que quand j'ai commencé avec Naya Nature, je pense que j'étais assez dure en priorité avec moi-même. Mais finalement, quand on est assez dur avec soi-même, on le devient d'une certaine manière, même si c'est pas ce qu'on veut faire passer avec les autres. Le fait d'avoir mes enfants, ça m'a vraiment permis de voir que la vie, c'était autre chose que juste du travail, déjà, parce que euh, je pense que j'avais vraiment ça ancré en moi. Je pense que j'avais ça ancré dans mon éducation, hein. Il faut faire des efforts, travailler beaucoup, la reconnaissance par le travail. On est avant tout le travail qu'on fait quand on se présente. Voilà. Il faut faire plus d'heures, voilà. Enfin, tout ce chemin-là, moi, j'ai été vraiment baignée dedans avec mes parents dans mon système éducatif. Et je pense que mes enfants vont juste après à découvrir que, ben non, en fait, il y a une vie à côté de ça. Il y a des choses passionnantes qu'on peut se réaliser en dehors de son travail de manière complètement incroyable. Euh, et que les relations humaines euh, sont beaucoup plus que ça, même si c'est quelque chose qui a toujours été au cœur de ce que je faisais, la relation humaine, mais euh, la bienveillance, qui est un mot galvaudé aujourd'hui, mais en tout cas la bienveillance va vraiment au-delà voilà, de ce que je faisais avant, en tout cas. Et donc aujourd'hui, Naya Nature a été fermée. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Quelle est ton occupation? Alors aujourd'hui, je le dis d'abord en anglais, après je traduis, Outdoor Learning Specialist à l'AICS, qui est l'école communautaire internationale d'Amsterdam. Ça veut dire que je suis spécialiste de l'apprentissage en extérieur. Ça, c'est la traduction mot à mot. Ce que je fais, c'est que j'aide les enseignants, je les prépare à enseigner leur curriculum, leur programme scolaire en extérieur. Et en fait, je trouve ça génial parce que mon métier, c'est de faire de la conduite du changement, ce que j'ai toujours adoré faire. Ça n'a jamais changé, mais pour emmener les enfants dans la nature. Donc c'est vraiment, je sais pas comment j'aurais pu trouver quelque chose qui fonctionne encore mieux avec moi. Et, euh, et vraiment, je me réalise énormément là-dedans. Ça fait sens, c'est-à-dire que cette école pour laquelle je travaille, qui est encore une fois une école communautaire, donc c'est une école où les parents donnent une participation aux frais scolaires, mais pas seulement, c'est aussi une école subventionnée par l'État, donc on est voilà, pas non plus dans les écoles à 20 000 euros l'année. Et donc, ça permet aussi de côtoyer des populations d'enfants et d'enseignants et de parents différentes. Cette école, aujourd'hui, c'est plus de 1000 élèves en primaire, une soixantaine, je crois, de professeurs et de professeurs assistants. Et en fait, mon travail, c'est de leur apprendre voilà, à aller en extérieur avec les enfants, donc en termes d'impact social, année après année, pour ceux qui y arrivent, et même quand ils changent d'école, et ben voilà, ils sont capables d'emmener les enfants à l'extérieur et de leur apprendre leur programme et de le faire et de continuer à le faire. Et donc,
indépendamment de moi, en fait. Et là, je me dis que je suis contente. Je me dis qu'il y a forcément, comme dans tous les métiers, des jours avec, des jours sans, des obstacles, des difficultés. Mais c'est exactement ce que je voulais faire. Et quand tu dis que les enseignants enseignent en extérieur, ça veut dire toute matière confondue, y compris les maths, l'anglais, tout? Oui, moi, je suis plus centrée. Alors, cette école, elle a un curriculum qui est particulier, un programme qui s'appelle International Baccalaureate, qui est vraiment centré sur, alors, ce qui s'appelle inquiry, c'est-à-dire le fait de trouver les réponses par soi-même. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on enseigne du contenu en disant, je vais prendre l'exemple des maths, en disant, bah voilà, 2 plus 2, c'est 4. Eh ben, ça va être à l'enfant de dire, enfin voilà, on va lui dire aujourd'hui, voilà, tu vas nous dire combien fait 2 plus 2, et c'est à toi de chercher. Il va falloir que tu trouves, on va pas t'expliquer comment ça fonctionne. Et avec différents matériaux, donc ça peut être aussi donc en nature, il va comprendre par lui-même, il va trouver la solution par lui-même. Euh, donc ça, c'est un élément clé, et donc les sujets liés à ça sont très très vastes. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui, il y a les maths, les langues, anglais, néerlandais. Moi, je suis plus centrée sur bah, tout ce qui va être l'histoire, la géographie, l'économie. Alors, euh, pour les plus petits, on va parler beaucoup du cycle de vie, de la communauté, de la citoyenneté, des choses comme ça. Mais pour les plus grands, on peut avoir de l'initiation à l'économie, des choses liées à la puberté. Là, on a en ce moment des civilisations anciennes, les migrations. Voilà, donc il peut y avoir une variété de sujets vraiment importante. Et comment ça se matérialise du coup, cette éducation à l'extérieur? Euh, Eh bien, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais préparer des activités où on va co-préparer des activités, co-imaginer des activités en extérieur. Alors, si tu veux un exemple concret, euh, ah bah, sur l'économie, donc avec les groupes 7, ce qui va se passer, ouais, ce qui va se passer en général, c'est qu'on va aller dehors au tout début de leur unité sur l'économie. Et on va faire une sorte de Jumanji. Je sais pas si tu connais le film, mais c'est d'un seul coup des jeunes qui sont aspirés par une console vidéo et qui se retrouvent perdus dans un monde préhistorique dans la nature. Donc nous, on va imaginer ça, qu'on va être perdus dans le monde préhistorique dans la nature, et on va imaginer que bah, il faut survivre et que chacun pour survivre va avoir un territoire et des ressources différentes. Et comment on va s'en sortir. Et en fait, comme on va avoir des territoires et des ressources différentes en nature, bah, ce qui va se passer, c'est que par exemple, tout le monde ne va pas avoir accès à l'eau. Il y en a qui vont être sur les bords du canal et d'autres pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se fait la guerre? Est-ce qu'on négocie? Quelle est la valeur de l'eau? Quelle est la valeur de l'eau aussi dans le monde? Du coup, comment ça se passe pour les pays qui, au départ, n'ont pas d'eau? Est-ce qu'ils partent avec un handicap ou pas, etc. Donc, à partir de là, de cette expérience-là, on va avoir une réflexion tous ensemble sur ce qui s'est passé sur cette expérience-là. Des questions vont survenir, et puis après, en classe, ils vont faire des recherches et ils vont bah, comprendre tout un tas de sujets, en fait. Il y a plein de sujets qui vont s'ouvrir. Ok, ouais, Donc ça, c'est un exemple. ouais, hyper intéressant. Je voyais pas à l'origine, enfin, comment ça pouvait fonctionner concrètement, mais du coup, ouais, c'est beaucoup plus clair et je vois très bien comment ça peut en effet faire réfléchir des enfants qui n'ont pas forcément réfléchi à ça veut dire quoi de pas avoir accès à l'eau au quotidien quand t'as soif ou quand t'as besoin d'aller prendre une douche, quoi. Par exemple. Par exemple. Et puis après, bah, pour les plus petits, ça va être l'apprentissage de la citoyenneté ou du sens de la communauté. On peut aller dehors et se dire, voilà, aujourd'hui, on va faire un Lindart. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a à disposition? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Mais du coup aussi, quelles règles on peut se mettre nous-mêmes? Parce que finalement, la communauté, il y a les voisins, certains ont planté des crocus, mais la communauté, est-ce qu'elle va plus loin? Est-ce qu'elle va dans le monde des pollinisateurs, etc. Donc, comment on garde cet équilibre où on se dit, on veut quand même faire quelque chose de joli, de land art, mais qu'est-ce qu'on s'autorise à prélever de la nature et qu'est-ce qu'on s'autorise moins? Comment on garde cet équilibre-là? Donc, ça peut être aussi des réflexions comme ça.
pour les Et plus petits. question subsidiaire, comme on vit à Amsterdam et que le temps à Amsterdam est ce qu'il est-ce que, quel que soit le temps, vous sortez en fait? Alors ça, c'est une excellente question. Donc c'est là où je reprends ma casquette conduite du changement parce que on a des enseignants qui viennent du monde entier et des parents qui viennent du monde entier, des enfants qui viennent du monde entier. Aucun souci avec les familles suédoises, aucune question, rien. Mais sans vouloir faire de caricature, et je pense qu'il y a toujours des exceptions, avec des Français, avec des Brésiliens, et ben forcément, quand ils arrivent et qu'ils ont ce climat-là, ils se disent, mais pourquoi ils imposent ça à mon enfant? Et moi, je me souviens, j'ai eu une maman en réunion de rentrée scolaire, une maman qui m'avait dit, mais à partir de combien de temps sous la pluie vous estimez que mon enfant a suffisamment appris? Donc, il y avait quand même quelque chose de douloureux derrière cette question-là. Et, euh, et non, et puis les professeurs veulent pas forcément, en fait, c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que du passage de la théorie à la pratique, on implique le corps. Et si le prof ne veut pas, se sent mal à l'aise dehors sous la pluie, eh ben, qu'est-ce qui va véhiculer aux enfants? Juste un malaise sous la pluie. Donc là, c'est à moi, effectivement, de travailler avec eux et d'avoir une approche très personnalisée, de voir où ils en sont et de miser plus sur l'évolution que sur le résultat. C'est-à-dire que on a un certain nombre de marches à monter ensemble. On va voir la dimension de ces marches qu'on va monter ensemble. Certains vont être capables de faire des grands pas, des grandes marches d'un seul coup. D'autres, ça va être vraiment petite marche par petite marche. Et puis, on va voir en combien de temps on veut monter ces marches ensemble. Euh, donc moi, j'ai j'ai un enseignant qui est extraordinaire, qui est vraiment connecté avec la nature et qui fait de son mieux, qui est aussi représentant de la connexion à la nature pour tout son niveau, niveau 5, pour tout son groupe de niveau. Et il adore la nature, mais il vient d'Afrique du Sud. Et donc, voilà, il m'a dit, moi, je veux, mais j'y arrive pas. Alors, l'an dernier, bah, voilà, on a fait quelques pas, on a limité aux belles journées. Et puis, cette année, il me dit, non, mais moi, je veux aimer la pluie, quoi. Je veux aimer la pluie parce que je veux emmener les enfants sous la pluie. Voilà, je veux aimer la pluie. Donc, dans ces cas-là, bah, je regarde quelles sont ces passerelles de connexion, qu'est-ce qu'il aime qui peut transformer son expérience, qu'est-ce qu'il aime à tel point qu'il peut le faire sous la pluie, première chose. Donc ça, c'est un de mes leviers, c'est de voir, voilà, si on aime quelque chose énormément, bah, je pense qu'à un moment donné, le faire dans un autre contexte peut être aussi intéressant. C'est une première chose, mais aussi, je vais travailler sur la perception de la pluie et sur comment, comment on va sentir et comment on va développer cette curiosité pour cette sensation dans notre corps quand il pleut. Ça, c'est aussi un levier. La dernière chose, c'est que j'essaye aussi de dédramatiser, c'est-à-dire que je pense que cette appréhension de la pluie, à mon avis, elle a des racines très profondes, culturelles, éducationnelles, euh, qui se justifient, c'est-à-dire que être sous la pluie quand on rentre chez soi et qu'on n'a qu'une cheminée pour se chauffer, hein, moi je pense à mes grands-parents, et que donc du coup il va falloir mettre ses vêtements 24 heures sur les poêles avant qu'ils sèchent, que le poêle c'est d'énergie du bois à couper, qu'on n'aura pas forcément une soupe chaude ou que voilà il va falloir faire un effort en plus. Bah forcément on n'aime pas la pluie, donc on a été éduqué là-dedans. Aujourd'hui aux Pays-Bas, quand on est sous la pluie, bah, on rentre après en fait, on rentre, on est au sec, on change d'habit, on prend un thé bien chaud, ça a une fin en fait cette expérience-là. Donc en fait, du coup, on peut la voir autrement, plus comme une expérience. On peut s'en amuser, on peut en être curieux, mais au final, on va pas attraper une fluxion pulmonaire. On s'équipe correctement et ça va. Donc il y a ça aussi. Je me souviens quand nous on est arrivés aux Pays-Bas en 2007, donc les enfants avaient 6 ans et demi et 8 ans. Et ce que j'avais remarqué de très très différent entre la France et les Pays-Bas, c'est qu'en France, globalement, dès qu'il pleut, t'entends les parents qui disent à leurs enfants de pas marcher dans les flaques, de faire attention à l'eau, etc. Et que tu arrives aux Pays-Bas, tu as les parents qui sautent dans les flaques avec leurs enfants en leur disant, regarde comme c'est rigolo d'aller patauger dans la boue. Donc c'est vrai qu'ici, il y a aussi ce rapport à la
pas seulement à la nature, mais aussi d'une certaine façon à la bienséance et au comportement que tu dois avoir par rapport à la propreté, par exemple, et à la prise de risque aussi, mais ça, c'est encore un autre débat, qui fait que, en effet, ça change complètement la perspective qu'on peut avoir sur l'environnement autour de soi, quoi. Oui, complètement. Les enfants néerlandais, je pense qu'une des valeurs qui leur est transmise, c'est de se sentir bien, de se sentir confortable et de se sentir confortable physiquement. Donc, ils peuvent y aller dans les flaques. Effectivement, moi, j'ai eu des parents qui m'ont mitraillé du regard parce que la robe est tachée. Même pour les enfants en CM2, ça me fait rire parce que souvent, donc, ok, ils s'équipent, donc ils mettent des chaussures waterproof, pas de problème, sauf que les chaussures sont neuves et donc on va dans la boue et ils me disent non, mais là, mes chaussures sont neuves, donc y a de ça. Euh, Maintenant, il s'est quand même passé quelque chose ces dernières années aussi avec les enfants néerlandais. Enfin, deux choses, c'est que avec le Covid et avec les écrans, même s'il y a toujours cet encouragement des parents d'aller dehors, bah, il en demeure pas moins qu'en fait, ils y vont de moins en moins. Euh, j'ai suivi une formation il y a 2 jours sur le mouvement et la cognition et le pas l'instituteur, mais Le l'host formateur. merci, le formateur expliquait qu'avec les fat bikes, en fait, les enfants néerlandais aussi ne pédalent plus pour aller à l'école. Donc, il y a quand même aussi ce changement de vie-là qui est en cours, qui est un processus très profond en cours avec les enfants néerlandais et par des moyens différents, ils sont aussi en train de perdre cette connexion-là et le fait de se sentir à l'aise à la nature. Ouais, je pense que l'évolution de la société néerlandaise, en effet, on l'aperçoit par rapport à la nature et au changement dû aux écrans. Et justement, par rapport aux écrans pour les enfants, est-ce que tu as aussi des moyens de contrecarrer peut-être l'influence des écrans? Oui et non. En fait, je suis dans une école dans laquelle il y a une éducation aux écrans qui est faite, qui est avant tout une éducation à comment on s'en sert d'un point de vue des manipulations, plus que d'un point de vue comment on s'en sert pour que ça nous fasse du bien et qu'on en tire avantage. En tout cas, c'est quelque chose qui est très important dans l'école dans laquelle je travaille. Et donc, en fait, au lieu de me dire, mais luttons contre, ce qui me semble pas être possible en fait, hein. Aujourd'hui, c'est là, les écrans sont là, ils apportent des choses, même si je pense que pour les enfants, il y a quand même un déséquilibre dans ce qu'ils peuvent apporter. En tout cas, ils sont là. Et donc, je me suis dit, en parlant avec la directrice de l'école, essayons d'avoir une vision qui englobe les deux, la connexion à la nature et les écrans, et de partir du principe que les deux sont importantes. Et donc, comment on fait ça? La première chose, c'est que je suis en train de créer un programme, parce que, en fait, moi, ce que je veux pas, c'est que la nature soit dans un monde séparé. Je veux pas que ce soit un musée. Je veux pas que ce soit quelque chose d'idéal, féerique. La nature, c'est la nature. C'est ni beau, ni pas bien, ni bon, ni mauvais. Il n'y a pas de sens moral derrière. C'est là où on vit. Et je pense que si on se dit c'est la nature contre les écrans, bah en fait, de fait, on fait cette séparation-là. Donc, je suis en lien avec je travaille en lien avec le responsable du computational thinking. Donc, c'est de la pensée, de comment on pense quand on est sur ordinateur. Je sais pas si je le dis bien en français. Je pense qu'il serait pas content, mais bon. Et donc, on est en train de créer des programmes ensemble tous les deux qui ou commencent sur ordinateur et se terminent dans la nature, ou l'inverse, euh, qui permettent effectivement de lier les choses mais moi, j'ai mis ma condition, qui est que quand on va dans la nature, tant qu'on n'est pas en secondary school, on n'apporte pas les écrans. Et si vraiment, 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 il y a besoin, c'est 5 minutes à la fin de la sortie. Parce que ça, des écrans dans la nature, quand on est en primaire, en fait, ça enlève toute connexion à la nature. Si on ne peut pas connecter, les enfants sont absorbés et ça ne marche pas. Mais effectivement, à partir de ce qu'on a constaté, expérimenté sur le terrain, comment ça se transforme après dans l'ordinateur, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut créer.
Ou l'inverse, c'est-à-dire à partir de ce qu'on fait avec des petits robots, etc. Comment on transforme ça, comment l'expérience se transforme quand elle est réellement vécue humainement. Donc on fonctionne là-dessus et puis voilà, et puis effectivement, avec cette règle-là, en tout cas en primaire, de se dire, voilà, pas d'écran quand on est dehors, le moins possible, le plus tard possible, voilà. Après, je suis un tout petit peu en lien avec le secondaire, et là, c'est différent. On peut commencer à créer des projets un peu plus avec les écrans, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen de toute façon d'emmener les étudiants dans la nature et c'est un peu différent, mais c'est pareil, on va les réserver un temps où on va les poser, un temps où on va s'engager quand même physiquement. En tout cas, l'idée, c'est pas d'opposer, parce que si j'oppose, enfin, il y a un tel pouvoir, un tel marketing, une telle force de persuasion des écrans que la nature qui, elle, est gratuite, donc ne bénéficie d'aucun marketing puisqu'elle est gratuite, on ne peut pas lutter en fait. Et donc voilà. Et puis encore une fois, moi mon propos c'est de se dire la nature, le monde vivant, les espèces vivantes, c'est on y appartient, c'est notre monde, y a aucune raison qu'on soit coupé de ça. Donc ne créons pas de coupure artificielle. Mm. Et tu parles beaucoup de connexion à la nature et est-ce que tu saurais décrire comment physiquement on ressent cette connexion à la nature justement? Alors oui, en donnant des exemples, alors je sais plus qui disait, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Mais c'est un peu ça. Finalement, on se rencontre avec des signes. Quand on commence à parler avec ces plantes ou avec la pie du coin, je pense que c'est un bon signe déjà de se dire qu'il y a une certaine connexion qui se fait. Le fait aussi de toucher les choses, de toucher, de sentir, d'avoir cet instinct-là qui nous porte physiquement vers quelque chose, je trouve que c'est aussi une bonne preuve de connexion à la nature, le temps qu'on y passe, bien sûr. Euh, je pense que la connexion à la nature aussi, c'est aussi le fait d'être conscient, d'avoir une conscience de ça. C'est-à-dire que il y a aussi une réflexion sur soi et de se dire, voilà, ben, j'ai passé du temps là. Qu'est-ce que je me sens bien maintenant? Ça aussi, ça fait partie des choses qui montrent que bah oui, le fait d'avoir cette conscience-là, c'est aussi une preuve. Après, bah, le fait de se sentir confortable, ça c'est sûr. Euh, D'un point de vue plus intellectuel, encore une fois, le fait de sentir que quand on réfléchit à la nature, c'est pas quelque chose, encore une fois, de séparé, c'est pas un arbre, un insecte, nanana, mais c'est tout ensemble, enfin, tout est systémique, connecté, holistique. Ça aussi, d'un point de vue intellectuel, c'est une bonne preuve. Euh, pour les enfants, j'ai eu récemment, c'était génial, ce retour d'une professeure qui m'a dit, il y a un élève qui a vu un escargot sans coquille. Ça m'a déjà beaucoup fait rire. Et, euh, et il s'est dit, oh là là, mais cet escargot sans coquille, il va attraper froid. Alors, il lui a fait, avec des choses recyclées et avec des choses de la nature, il lui a fait une petite maison sur le dos. Je pense que, je sais pas ce qu'a pensé la limace, puisque c'était une limace, bien sûr. Mais ça, ça montre clairement une connexion très forte à la nature. Le fait de percevoir les choses, le fait d'aller dehors et d'avoir un enfant qui d'un seul coup va s'arrêter, se retourner, et on se dit mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il entend. Bah ça c'est voilà, c'est clairement une bonne preuve de connexion à la nature. Mm. On arrive vers la fin de cet entretien. Et du coup, la question que je pose à tout le monde et que tu interprètes comme tu l'entends, c'est et si c'était à refaire? Et si c'était à refaire, on s'était beaucoup posé la question avec Claire. Et si c'était à refaire, ça a été douloureux hein, quand on a arrêté Naya Nature. On a eu je pense que je vais quand même le dire, on a eu une période de deuil, hein. C'était difficile. On avait créé, au-delà de la fondation, on avait créé des liens entre nous, tout un système de pensée, de valeurs. Euh,
Bah, néanmoins, je pense que si c'était à refaire, j'aurais fait la même chose, j'aurais refait la même chose. Euh, Est-ce qu'il y a des écueils dans lesquels je ne serais pas tombée? Non, je pense pas. Je pense que toute l'expérience a été intéressante. Je pense que les échecs aussi ont été intéressants. Bon, la chance qu'on a eue, c'est quand même quand on a fermé, on s'est retrouvé pas en déficit ou pas en crise non plus financière. Euh, mais non, je pense que on a eu énormément de chance. J'ai eu énormément de chance. Euh, Aujourd'hui, ça reste quand même ce que je fais. C'est une position qui est très unique dans l'école et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas combien de temps je serai capable de faire ça. Il y a eu beaucoup de moments où justement cette incertitude m'a pesé, où je me disais j'aurais pas dû faire Naya Nature, etc. Mais finalement non. Je pense que ça m'a apporté énormément. Je pense que ça m'a aussi donné confiance en moi. Je pense que je suis capable aujourd'hui de capitaliser sur ce que j'ai fait. Et même si demain ça devait s'arrêter parce que quand même c'est des positions enfin, toutes les écoles peuvent pas se permettre d'avoir un poste, le poste que j'ai financièrement, que c'est quand même aussi lié aux politiques éducatives des pays. Donc ça reste quand même assez précaire. Euh, Non, je pense que je serais capable voilà, de recréer quelque chose ou de retrouver un salariat qui fasse sens. Je pense que maintenant, voilà. Donc ça, de toute façon, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, des rencontres superbes aussi, et puis surtout, ça m'a reconnecté à la nature, et ça, en fait, je l'aurai maintenant pour toute la vie. Donc non, pas grand-chose à changer, en fait. Ok. Juste une question subsidiaire. Tu dis le poste que tu as aujourd'hui n'existe pas dans toutes les écoles, etc. Mais est-ce qu'il existait avant que tu le crées ou c'est vraiment quelque chose que tu as conceptualisé toi et que tu as mis en œuvre à la ICS? Oui, non, en fait, effectivement, il n'existe pas du tout. Ce qui peut exister dans certaines écoles, c'est des professeurs qui ont cette connexion à la nature et qui, en plus de leur travail, vont essayer de partager des expériences, essayer de convaincre un peu à droite, prendre certains élèves de leurs collègues de temps en temps, des choses comme ça. Et ils font de leur mieux et c'est déjà super ce qu'ils font. Mais non, effectivement, j'ai eu cette chance-là de vraiment pouvoir créer ce poste-là. Mm. Et tout à l'heure, tu as dit à un moment, quand j'ai pris ce poste, ça m'a permis de retrouver ce que je faisais dans la conduite du changement et d'y ajouter la connexion à la nature qui était au cœur de Naya Nature. Donc finalement, c'est comme un alignement des planètes. Au fil de ton parcours, tu as rassemblé les différentes compétences que tu avais acquises pour créer de toutes pièces finalement le poste qui te correspond aujourd'hui. Ouais, c'est une synthèse vraiment parfaite de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire. Et j'aime vraiment cet équilibre d'aller avec les enfants moi-même dehors de temps en temps parce que je montre l'exemple, parce que voilà. Et le fait d'avoir de temps en temps des moments avec les enseignants ou avec les équipes aussi, les leaders de l'école, parce que la conduite du changement, c'est pas seulement ceux qui font, c'est à tous les niveaux, pour avoir une vision de plus long terme, plus large, plus globale et de voir comment on peut continuer à avancer. Ouais, j'adore ce que je fais. Ok. Eh ben, merci beaucoup Aurélia pour ton temps et pour ce témoignage. Ben, merci, avec plaisir, Sarah. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!